Merci à vous de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce vendredi sur A12. Voici pour les titres de ce journal. Les intérêts ukrainiens en Espagne sont-ils la cible d'attaques terroristes? Madrid a annoncé ce jeudi avoir intercepté des lettres piégées à destination de l'ambassade d'Ukraine et d'une usine d'armement. Reprise des combats dans l'est de la République démocratique du Congo, le cessez-le-feu signé le 25 novembre dernier à Luanda n'aura survécu que quelques jours. Le M23 et l'armée congolaise ont repris les hostilités. Et on fera un saut au Qatar pour faire un point sur l'actualité sportive. Le Japon a créé la surprise ce jeudi en se qualifiant au détriment de l'Allemagne. L'Espagne prend très au sérieux le risque d'attentats terroristes par lettres piégées visant des intérêts ukrainiens sur son territoire. Depuis mercredi, la police a intercepté 6 lettres de ce genre, l'une ayant fait un blessé à l'ambassade d'Ukraine et l'autre destinée à une entreprise de fabrication d'armes fournissant l'armée ukrainienne. Regardez. Madrid relève le niveau de sécurité autour des représentations diplomatiques en Espagne après une série de lettres piégées. La première visait l'ambassadeur d'Ukraine. Elle a légèrement blessé ce mercredi le chargé de sécurité à Madrid. Les premiers indices laissent penser que ces courriers ont été envoyés depuis l'Espagne. D'autres ont suivi, comme dans cette entreprise d'armement de Saragosse. Cette entreprise, Instalatza, fabrique notamment des lance-grenades envoyées à l'Ukraine par le gouvernement espagnol peu après le début de l'invasion russe en Ukraine en février. Ce jeudi, une lettre a été interceptée dans cette base militaire. Le site de Torrejón est utilisé pour les déplacements en avion officiels des membres du gouvernement espagnol. C'est aussi de là qu'ont été envoyées les armes à l'Ukraine. L'Ukraine accuse la Russie de terrorisme. L'ambassade de Russie en Espagne a condamné l'envoi de ces lettres piégées. C'est ce vendredi que s'achevait en Pologne le sommet interministériel de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE. Sans surprise, la Russie y a brillé par son absence. Son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, étant interdit de fouler le sol polonais. Kiev, soutenu par Varsovie, demande l'expulsion de Moscou de cette organisation. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est au cœur des discussions de la réunion de l'OSCE qui a débuté jeudi dans la ville polonaise de Łódź. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères présent pour l'occasion a demandé à ce que la Russie soit expulsée de l'organisation, puisque ces décisions nécessitent l'unanimité et que Moscou bloque tous les textes qui concernent la guerre. Le chef de l'État polonais qui préside la réunion est allé dans ce sens. Les responsables des crimes d'agression, des crimes de guerre contre l'humanité et de génocide doivent être absolument tenus pour responsables. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons rétablir la paix en Europe et empêcher des actes d'agression à l'avenir. De son côté, Sergueï Lavrov, qui est resté à Moscou, n'ayant pas eu l'autorisation d'entrer en territoire polonais, a vivement critiqué l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. L'Occident essaye depuis de nombreuses années de procéder à la privatisation de l'OSCE. Je dirais même de prendre en otage l'OSCE pour assujettir cette plateforme de dialogue régional. À l'issue de ce sommet qui se termine vendredi, le budget 2023 ne pourra être adopté en raison du veto russe. Plusieurs sujets doivent être évoqués à l'occasion de tables rondes thématiques sur les droits de l'homme, le réchauffement climatique ou les zones de conflit en cours. Entre 1932 et 1933, des millions d'Ukrainiens périssaient dans des conditions de famine atroces imposées par le régime de Joseph Staline. Ce mercredi, le Parlement allemand, le Bundestag, a adopté une résolution reconnaissant l'Holodomor comme un génocide. En Allemagne, le Bundestag a adopté mercredi soir à une large majorité une résolution reconnaissant l'Holodomor comme un génocide. Cette famine provoquée il y a 90 ans par le régime stalinien a fait plus de 3 millions de victimes en Ukraine. L'ambassadeur d'Ukraine en Allemagne et son prédécesseur étaient présents lors du vote. Chers collègues, l'Holodomor était une famine délibérée et planifiée pour soumettre l'Ukraine, pour l'annexer au système soviétique. L'Ukraine ne l'a pas oublié
Et nous ne l'oublierons pas non plus. Avec notre proposition, nous nous confrontons à la vérité brutale de la violence stalinienne, non pour relativiser les crimes allemands en Union soviétique, mais pour tirer les leçons de la vérité historique. L'extrême gauche du parti Die Linke et l'extrême droite, l'AfD, se sont abstenus lors de ce vote. L'Ukraine fait campagne depuis des années pour que l'Holodomor soit reconnu comme un génocide. Moscou refuse catégoriquement ce terme, estimant que la famine des années 1930 a touché plusieurs peuples de l'Union soviétique, dont les Russes. La crise énergétique en France qui risque de se faire durement ressentir avec l'installation de l'hiver. Face au risque réel de délestage, le gouvernement français a fait parvenir des circulaires aux préfets de région pour les inciter à se préparer à d'éventuelles coupures par rotation. Couper le courant localement pour éviter un blackout total, c'est l'option radicale du gouvernement pour faire face à une probable pénurie d'électricité. Depuis plusieurs mois, les indicateurs de l'application EcoWatt se sont invités dans le quotidien des Français. Cette météo de l'énergie est au centre du protocole détaillé par Elisabeth Borne. En cas d'alerte rouge, des zones ciblées seraient ponctuellement privées d'électricité, le matin entre 8 et 13 heures ou le soir entre 18 et 20 heures. Des opérations de délestage, comme les appelle le gouvernement, organisées en 2 étapes. Tout d'abord, une alerte incitant à une baisse de la consommation. Puis, si le pic persiste après 3 jours, les usagers seraient informés de la coupure la veille à 17 heures. Si les commissariats, gendarmeries, casernes de pompiers et autres établissements liés à la continuité des soins seront exemptés de coupure, une incertitude demeure sur le réseau téléphonique mobile. Auditionnée devant la Commission des affaires économiques du Sénat, la directrice générale d'Orange, Christelle Edeman, est claire. Il est illusoire d'imaginer que s'il n'y a pas d'électricité, les réseaux continueront de tourner sans impact pour nos clients. De son côté, le gouvernement, qui communique au compte-gouttes sur le sujet et toujours au conditionnel, tente de se montrer rassurant. On n'est pas en train de dire aux Français qu'on aura des coupures cet hiver. On est en train de dire aux Français que s'il fait, 5, 6, 7 degrés de moins au mois de janvier que les mois de janvier habituels, et que donc on est obligé de puiser beaucoup dans les réserves d'électricité pour se chauffer. S'il y avait des tensions sur la ligne, on ne laissera pas des situations critiques arriver, et donc on est dans l'anticipation. Le gouvernement avait déjà appelé à plus de sobriété. Appel entendu, la consommation quotidienne d'électricité a baissé de 5%. Des économies qui permettront peut-être d'échapper à ce scénario d'urgence, tout comme une météo clémente. La trêve n'aura duré que 5 jours entre la rébellion du M23 et l'armée congolaise depuis la signature d'un accord de cessez-le-feu le 23 novembre dernier à Luanda en Angola. Les affrontements ont repris de plus belle à quelques dizaines de kilomètres de Goma. Kinshasa pointe du doigt la responsabilité des rebelles dans la résurgence des violences. Dans l'est de la RDC, la trêve aura été de courte durée. 5 jours après la mise en place d'un accord de cessez-le-feu entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23, de nouveaux combats ont eu lieu. C'est à Kirima, à une centaine de kilomètres de Goma, que les échanges à l'arme lourde ont été signalés par les 2 parties jeudi. Selon le président de la société civile de la région concernée de Bambo, les affrontements entre le M23 et diverses milices locales ont déjà eu lieu mardi dans un village voisin. La cessation des hostilités entre l'armée nationale et le groupe rebelle avait été décidée lors d'un sommet à Luanda le 23 novembre. Le M23 devait aussi se retirer des zones conquises ces derniers mois dans la province du Nord Kivu, mais aucun retrait n'a été observé depuis le week-end dernier. Une source sécuritaire a accusé les rebelles du M23 d'avoir violé le cessez-le-feu et de continuer à piller et à se battre. D'autres responsables locaux ont déploré le vent de panique suscité par ces nouveaux combats. En Afrique du Sud, la situation se complique pour le chef de l'État Cyril Ramaphosa, impliqué dans un scandale de corruption. Dans quelques jours, plus exactement le mardi 6 décembre, le Parlement doit se prononcer sur la mise en route ou non d'une procédure de destitution à son encontre. Les précisions dans cet élément. Cyril Ramaphosa fait-il encore le poids face au lourd rapport de la commission parlementaire chargée de déterminer s'il doit faire l'objet d'une destitution ? D'après les conclusions de la commission, le président sud-africain a pu commettre des violations et des fautes. Traîner le président devant une procédure de mise en accusation est une décision énorme qui ne peut être prise sur des bases fragiles.
Il doit y avoir quelque chose de tangible auquel vous pouvez vous accrocher avant de prendre cette décision. L'affaire remonte à 2020. Des cambrioleurs s'étaient introduits dans cette luxueuse propriété appartenant à Cyril Ramaphosa. Et des liasses de billets, 580 000 $, avaient alors été retrouvés sous les coussins d'un canapé. Accusé de ne pas avoir signalé l'incident, ni à la police, ni au fisc, le chef de l'État est soupçonné de malversation. Son avenir est désormais entre les mains des parlementaires, réunis en séance extraordinaire mardi prochain pour examiner les recommandations du rapport. Ils devront décider si oui ou non ils engagent un vote en vue d'une destitution du chef de l'État. Dans ce contexte, les appels à la démission venant de l'opposition mais aussi de membres de l'ANC, son parti, se sont multipliés. Je pense que le rapport est assez concluant. Il dit que le président doit répondre de ses actes. À cet égard, nous soutiendrons la prochaine étape vers une commission de destitution, car nous pensons qu'il est important de demander des comptes au président. Jusqu'à la publication du rapport, Cyril Ramaphosa était parvenu à sauver les apparences. Il y a quelques jours encore, en visite d'État à Londres, il s'était montré détendu, minimisant le risque de destitution. How are you feeling ahead of that debate, and are you concerned that this matter may lead to your premature removal from office? Because of the citizens? No, I think I've put... Non, je pense que j'ai fait valoir mon point de vue. Et bien sûr, laissons au groupe d'experts le soin d'en arriver à un résultat. Il est trop tôt pour se prononcer. La publication du rapport et les fuites dans la presse sur sa version des faits ont affaibli Cyril Ramaphosa, mais aussi le Congrès national africain, l'ANC, le parti au pouvoir, qui doit se réunir à la mi-décembre pour désigner son prochain dirigeant. Une ancienne assistante de la reine Elisabeth II a démissionné le mercredi 30 novembre après un scandale à connotation raciste. La dame aurait posé avec insistance des questions à une militante féministe noire sur ses origines lors d'une réception à Buckingham Palace. Les détails dans ce reportage. L'incident a lieu lors d'une réception à Buckingham Palace. Ngozi Fulani, ici sur la photo, est invitée en tant que présidente d'association. Elle est rapidement abordée par une dame d'honneur de la famille royale britannique. Une autre invitée raconte la scène. Cette femme lui a posé question sur question pour savoir d'où elle venait vraiment, d'où son peuple venait, quelle était sa nationalité. Ngozi répondait « Je suis britannique, je suis née ici », mais ça ne suffisait pas. Cette personne voulait vraiment la questionner sur ses origines africaines. Cette femme, c'est Lady Susan Husset, marraine du prince William, ancienne dame de compagnie de la reine Elisabeth II, un membre important de la maison royale. Elle a démissionné hier de ses fonctions essentiellement honorifiques suite à l'affaire, mais pour beaucoup, cela jette sur la monarchie britannique un nouveau soupçon de racisme, déjà dénoncé par le prince Harry et son épouse Meghan Markle, une princesse métisse qui dit en avoir été victime à son arrivée dans la famille royale. Des raisons d'être optimiste, on est en Ouganda avec l'annonce de l'arrivée de vaccins de lutte contre le virus Ebola. Les premières doses de ce vaccin approuvées par l'OMS sont très attendues dans un pays qui se remet lentement d'une énième crise épidémique. Le reportage. L'Organisation mondiale de la santé est optimiste. L'Ouganda devrait bientôt commencer à utiliser les premières doses des vaccins contre Ebola. C'est en novembre que l'OMS a donné son feu vert à un essai clinique de 3 candidats vaccins contre la souche au Soudan qui sévit dans le pays. L'épidémie nous a permis d'avancer sur le front des vaccins, avec des progrès significatifs au cours des 2 derniers mois. Les fabricants travaillent dur sur le pré-remplissage et le conditionnement des flacons de vaccins, d'après les retours que nous avons des fabricants. Nous prévoyons d'avoir bientôt les vaccins dans le pays. Selon le docteur Fiona Braka, les équipes sur le terrain ont été formées à l'utilisation de ces vaccins. Et une fois expédiées, les doses devraient être en premier lieu administrées au contact des malades. Nous avons 200 membres de l'équipe sur le terrain qui ont été formés. L'équipement de la chaîne ultra-froide est en place et les équipements de protection du personnel sont en place. Tout est donc prêt pour recevoir les vaccins et démarrer. Selon le ministère ougandais de la Santé, tout semble montrer sur le terrain que le pays est en train de vaincre l'épidémie. Le nombre de nouveaux cas enregistrés est en baisse dans certains districts.
Sur les 9 districts touchés par Ebola, 4 n'ont signalé aucun cas depuis plus de 3 semaines et nous constatons une baisse générale des cas. Selon les critères de l'OMS, une épidémie prend fin lorsqu'il n'y a pas de nouveaux cas pendant 42 jours consécutifs, soit 2 fois la période d'incubation d'Ebola. En attendant, le président Yoweri Museveni a prolongé de quelques semaines encore le confinement dans les districts de Mubende et Kassanda. Argentine-Pologne, c'était l'une des grosses affiches de la dernière journée du groupe C au mondial qatari qui s'est disputé ce mercredi avec une victoire 2-0 des Albi Célestés. Mais avant le match, 2 amoureux ont tenu à s'illustrer de façon assez singulière. Vous le découvrez avec nous sur ces images. Un fan de l'équipe argentine demandait sa fiancée polonaise en mariage et le monde en parle. Dans l'actualité sportive également, ce sera sans doute l'une des rencontres les plus marquantes de l'histoire de la Coupe du Monde. Le Japon a battu hier jeudi l'Espagne 2-1 malgré un désavantage score dès la première mi-temps. Et enfin, en fin de parcours pour l'Allemagne au mondial qatari, les Polonais de Hans Flick ont pu arracher la qualification pour le second tour. Malgré leur nul 1 but partout face à la Croatie, la victoire surprise du Japon sur l'Espagne a déjoué toutes les prévisions. L'histoire est cruelle et elle se répète pour l'Allemagne à la Coupe du Monde de football. Comme en 2018, la Mannschaft est éliminée dès la phase de poule après un parcours chaotique au Qatar, avec d'abord une défaite face au Japon, puis un nul contre l'Espagne, et enfin ce jeudi soir une victoire 4-2, mais inutile aux dépens du Costa Rica. C'est donc terminé pour l'édition de l'information de ce vendredi. Merci de votre attention et restez branchés au programme de A12, la chaîne des valeurs d'ici et d'ailleurs. Au revoir.